Du 7e au 6e siècle avant Jésus-Christ, un nouveau phénomène politique émerge à travers la Grèce. Dans un monde en crise, la tyrannie gouvernement oppressif et instable qui assoit son pouvoir de façon illégitime sur la cité prospère. Les régimes depuis longtemps en place tombent chacun à leur tour face à la foudre des tyrans. Aucune dynastie tyrannique n'est parvenue à se maintenir sur 3 générations et pourtant la tyrannie archaïque a bel et bien transformé le paysage grec. Pourquoi les tyrans ont-ils prospérer en temps d'incertitude? Comment la tyrannie a-t-elle bouleversé à ce point le paysage de la Grèce antique à l'aube d'une nouvelle ère? Bienvenue à la taverne, les amis. Pour comprendre comment la tyrannie a vu le jour, il faut voyager loin en arrière jusqu'à la fameuse époque mycénienne. La Grèce est alors dominée par les princes mycéniens, bâtisseurs de palais-forteresses à travers le monde égéen. Alors que la civilisation mycénienne était divisée en monarchies indépendantes les unes des autres, ces mêmes monarchies étaient tout de même en étroit contact. Beaucoup d'indices indiquent qu'un roi suprême installé à Mycène, nommé Wanax, se trouvait à la tête de ces états, donnant une vraie unité à la Grèce de l'âge de bronze. Homère en fera d'ailleurs référence dans ses récits à travers le personnage d'Agamemnon, le roi des rois de toute la Grèce. Un régime fort avec un chef autoritaire. L'archétype même de la monarchie est alors en plein essor. Cependant, l'âge sombre qui clôture l'âge de bronze va sèchement couper son élan. Victime du déclin du royaume grec, la monarchie essayera tant bien que mal de surgir à nouveau à l'aube d'une nouvelle ère, l'époque archaïque. Les nobles familles aux côtés du roi, quant à eux, restent fidèles mais complotent dans les sombres couloirs de la cité. Avec leur pouvoir et richesse, les aristocrates les plus fortunés flairent une grande opportunité de se saisir du pouvoir. À travers la Grèce, des alliances entre nobles grecs se forment, prêts à renverser les trônes fragilisés. Au cours du 7e siècle avant Jésus-Christ, le souverain, déjà sur un trône assez bancal, se retrouvera aux portes des cités et laissera sa place à l'oligarchie, un gouvernement aristocratique qui sera à l'origine, sans le vouloir, de l'émergence de la tyrannie en Grèce antique. Forts de leur pouvoir, les représentants des grandes familles aristocrates de la cité se réunissent régulièrement pour élire des magistrats parmi eux qui constitueraient le gouvernement de la cité. Le pouvoir politique est donc aux mains d'une toute petite minorité. L'oligarchie est alors à la mode en Grèce. Athènes verra une oligarchie très sévère prendre le contrôle de sa cité. À Corinthe, il règne une oligarchie extrêmement stricte et fermée sur elle-même. Seules quelques dizaines de grandes familles ont la main mise sur la cité. Ces aristocrates pratiquent l'endogamie et se marient entre elles pour exclure tout le reste des pouvoirs politiques. Un peu plus à l'est, à Mégare, une oligarchie ultra-conservatrice prédomine également. On a le témoignage du poète mégarien Théonis, un aristocrate et un oligarque qui haïssait le peuple. Dans ses nombreux vers, il crache sa haine sur les démos et les gens du peuple qu'il qualifie de lâches. Craignant la disparition de l'oligarchie, il dira, s'adressant à un jeune homme, « Ne va surtout pas épouser une fille du peuple, parce que le sang noble qui coule dans tes veines en serait pourri. » Mais vu de l'extérieur, le monde grec prospère. Les différentes cités oligarchiques s'enrichissent comme jamais, tout va bien. Mais bon, gagner de l'argent, les aristocrates, ça ils savent faire. Mais plus le temps passe et plus la situation devient insoutenable. Alors que les cités fleurissent avec fougue, des vives tensions font surface au cœur de la cité. Ce système oligarchique, bien qu'optimal pour permettre à la cité de s'enrichir, ne profite qu'à quelques-uns, celles et ceux tout en haut de l'échelle, les opulentes familles aristocrates. Deux classes sont ainsi clairement définies, les hommes qui viennent au monde riche, appelés les agatoi, et l'autre majorité qui voit le jour dans des conditions délicates et dans le pire des cas naissent dans la misère, les gakoi. Des deux extrémités de la pyramide de la cisanie éclatent au grand jour. D'un côté, les grandes familles aristocrates ne sont pas tous d'accord sur quelle direction prendre. Dans une oligarchie, ce ne sont pas des hommes éclairés qui gouvernent, mais des hommes opulents, qui ont beaucoup d'argent. Donc au bout d'un moment, la cupidité est si immense que dans une cité avec un tel régime, après un certain temps, il n'y a plus aucune unité. Chacun avance de leur côté et c'est ça qui va causer leur perte. L'État, divisé contre lui-même, voit ainsi les riches conspirer sans cesse les uns contre les autres. Certains se plaisent dans l'oligarchie, veulent juste profiter de leur belle vie sans se soucier de la souffrance aiguë d'une grande partie de la population. Quelques-uns souhaitent tout de même une plus grande égalité dans les cités, d'autres complotent afin de faire un coup d'état. Il y a une recherche permanente d'influence chez les plus puissantes familles grecques, une bataille politique pour avoir toujours plus de pouvoir
et d'emprise sur la cité. Avec les intrigues de la cour, les besoins de la société sont très rapidement bafoués, menant à une constatation du pouvoir des aristocrates. Celui-ci se retrouve rapidement battu en brèche. Les guerres, de plus en plus dominantes dans le monde grec, ont donné une importance vitale aux fantassins. Seulement, les paysans aisés capables de s'acheter les équipements nécessaires pour se former en hoplite refusent de guerroyer pour ceux qui les excluent. Par ailleurs, on est dans un âge où le commerce se développe extrêmement bien. La colonisation et l'expansion en Méditerranée ont favorisé l'émergence de nouveaux riches dans la classe de marchands. La richesse des aristocrates se fonde majoritairement sur la propriété foncière, jusqu'alors la seule source de richesse possible. Désormais, la voie des mers pose de nouvelles conditions économiques qui vont bouleverser la vie des aristocrates. La nouvelle classe de marchands demande de façon de plus en plus insistante à participer au gouvernement de la cité. Mais n'étant pas de sang aristocrate, les aristocrates refusent catégoriquement de leur laisser une place dans le gouvernement. L'évolution du commerce va également ébranler de nombreux petits paysans qui subissent la concurrence des produits agricoles importés. Quand d'un côté les marchands s'enrichissent, les petits cultivateurs se retrouvent complètement ruinés. Pour montrer leur richesse et supériorité au reste de la cité dans les temps incertains, les aristocrates en profitent pour avancer aux plus démunis des semences, voire même de la nourriture, ce qui aggrave davantage encore la situation déjà pénible des petits paysans. Les familles aristocrates, grands propriétaires fonciers, sont donc de plus en plus contestées par cette paysannerie qui réclame déjà l'abolition de la dette et surtout un partage des terres. Avec le peuple sur le dos, il est donc impossible pour l'aristocrate d'avoir une force de frappe dissuasive ou quand c'est nécessaire de faire la guerre, au risque de donner les armes au peuple, d'armer le peuple et d'en faire un plus grand ennemi encore que l'opposant. Entre des paysans affamés, des nouveaux riches qui veulent plus de pouvoir politique et des aristocrates divisés, le trouble s'installe et une véritable crise s'empare des cités grecques. Et c'est là qu'entre en jeu l'effroyable tyrannie. Elle est souvent perçue comme injuste, cruel. C'est la définition qu'on a aujourd'hui certes, mais en Grèce, un tyran c'est juste quelqu'un qui prend le pouvoir de force sans aucune légitimité. Si l'âge de la tyrannie a fait trembler la Grèce antique, c'est bien parce que les cités étaient en pleine crise sociale. Sans cette crise, la tyrannie ne peut prospérer. Souvent elle se sert du trouble pour acquérir le trône. Le rôle du tyran n'est souvent qu'une parenthèse des régimes plus stables tels que la démocratie, l'oligarchie ou la monarchie. La mise en place d'un tyran permet en fait le questionnement des institutions au pouvoir. Pour renverser une oligarchie, le tyran promettra plus de liberté à la classe populaire, une activité politique aux riches marchands. Il offre donc une solution alternative au régime en place qui ne fait que décevoir. En fait, les tyrans sont apparus comme les défenseurs des intérêts de ceux qui ont été exclus par l'aristocratie, la petite paysannerie libre, les artisans et les marchands notamment. L'arrivée au pouvoir d'un tyran avait donc comme but d'inverser les rôles sociaux des cités. La classe au pouvoir était renversée pour laisser place au tyran, supporté par le peuple. Mais cet âge de tyrannie est aussi un âge de réforme. Bon, les cités avec une oligarchie trop naïve tomberont rapidement sous l'emprise d'un tyran. D'autres oligarchies un peu plus intelligentes, pour éviter justement l'émergence de la tyrannie, vont essayer de trouver un terrain d'entente avec la population à travers des réformes et des législateurs. La tyrannie a donc indirectement mené à des réformes capitales à travers la Grèce antique. De nombreux législateurs vont se faire parler d'eux. Le premier d'entre eux est Zaleucos de la cité de Locre. D'autres en découleront par la suite, Pythagore à Crotone, Charondas à Catane. Du côté d'Athènes, Dracon, un législateur légendaire, célèbre surtout pour sa sévérité implaçable, va transformer la cité. Pour apaiser les tensions entre les différentes classes sociales à Athènes, cet hardi réformateur édicte vers 621 avant Jésus-Christ les premières lois écrites identiques pour toutes les classes sociales. Il supprime l'autorité du patriarque du Génos et surtout la vengeance privée, et ça change bien des choses. Replaçons-nous un peu dans le contexte de violence de cette époque pour essayer de comprendre un peu plus la portée de ces lois. Athènes, comme beaucoup d'autres cités, était divisée en clans ou génos, chacun avec un statut social bien défini et sa propre manière de régler ses comptes sans en référer à une quelconque autorité suprême. Tous les membres d'un clan étaient solidaires, porter atteinte à l'un d'entre eux revenait à bafouer le clan entier, car dans l'Antiquité, il existait un code auquel nul ne pouvait se dérober, la vengeance du sang. Toute personne assassinée pour quelconque raison devait être vengée par un membre de la famille, forcé d'assassiner à son tour le coupable. Ce qui provoquait un véritable bain de sang. C'était ancré dans les croyances grecques. La vengeance était une obligation absolue exigée par l'esprit déchu de la victime afin que celui-ci puisse aller dans l'autre monde.
Un code cruel et sanguinaire qui a basculé Athènes et deux cités dans le sang à maintes reprises. Donc dans une période de lutte classe à travers la Grèce, cette vengeance du sang est terrible. Au moindre meurtre, la cité vit un véritable cauchemar avec une succession d'assassinats sans pitié, d'assassinats sanglantes. Pour en finir avec ces traditions ridicules, Dracon instaure donc un code de loi extrêmement sévère dans le dernier quart du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ces lois vont soustraire l'individu à la justice privée de clan, ce qui en fait enfin un être indépendant placé sous la protection de l'État. On dit du code draconien qu'il a été écrit avec du sang. Les plus petites fautes m'ont paru dignes de la mort, et je n'ai pas trouvé d'autre punition pour les plus grandes. Signé Dracon. Pourtant, dans certains cas, les réformes ne sont pas suffisantes et les aristocrates continuent à faire leurs lois. C'est justement le cas d'Athènes. La réforme de Dracon n'est pas suffisante et n'empêche pas les aristocrates de consolider leur pouvoir sur la cité. L'écart entre riches et pauvres est de plus en plus monstrueux. Les paysans grondent davantage. Et dans une telle crise sociale, la tyrannie prospère et offre une solution tangible à la population. Jouant le rôle de période de transition, elle permet justement de surmonter cette crise sociale et politique avec un homme qui détient tous les pouvoirs. À travers toute la Grèce, des clans grecs se forment donc pour imposer de force une tyrannie et mettre un homme fort sur le trône, affaiblissant ainsi des aristocrates déjà dans une position instable. Au cours du 6e siècle avant Jésus-Christ, les cités de Mégare, Corinthe, Argos, Pise, tous succombent à un tyran en Grèce continentale. C'est alors ce qui épeur le plus les aristocrates, la possible émergence d'un tyran dans leur cité. Avec un seul homme qui contient tous les pouvoirs, les riches familles grecques se retrouvent ainsi déboussolées et peuvent perdre toute leur fortune. Et l'ironie dans l'affaire, c'est que bien souvent, c'est bien un aristocrate participant activement au système oligarchique qui sera à l'origine du renversement. Convoitant cette place sur le trône pour détruire ses détracteurs et posséder un pouvoir qui semble infini, certaines familles trahissent en effet leurs semblables en fondant une tyrannie. Le pire ennemi de l'aristocrate, c'est donc l'aristocrate qui en avait assez des journées passées avec ses semblables. L'aristocrate qui voulait un pouvoir sans partage. Cylon est l'un d'entre eux. En 639 avant Jésus-Christ, fort de sa victoire aux Jeux Olympiques, il tente de s'emparer du pouvoir Athènes et imposer une tyrannie. L'Acropole est rapidement saisie par lui et son entourage aristocrate afin de faire part à la cité de ses intentions. Cylon est le fils d'un tyran d'une cité des environs, Mégare. Sous la protection de son beau-père, il a depuis le début qu'une seule envie, devenir comme lui, le tyran d'une cité, et son objectif est ambitieux avec la Grande Athènes. Malgré sa démonstration de force en s'emparant de l'Acropole avec des hommes de son père, il n'a pas eu le soutien espéré, mais se retrouve assiégé par ses contemporains. Poussé par la faim, Cylon et son frère cèdent face à la détermination des Athéniens. Alors qu'il demande pardon en se plaçant sous la protection d'Athéna au pied de son autel, seul Cylon et quelques-uns de ses confrères s'échappent. Le reste est sauvagement anéanti. La tyrannie a été proposée une première fois à une Athènes chancelante, mais l'a bestialement été refusée. Elle finira par l'accepter une soixantaine d'années plus tard. La vague de tyrannie va effectivement atteindre plus tard d'autres cités grecques comme Athènes et Épidore, avant de submerger la côte d'Anatolie. Éphèse, Milet, Salos, Naxos et Mytilène tomberont eux aussi sous la foudre de la tyrannie. Les tyrans travaillent souvent main dans la main pour écraser les différentes oligarchies, ce qui provoque des renversements en chaîne. Contrairement à la démocratie où le dirigeant est élu, à la monarchie où le chef est légitimé par un droit divin au pouvoir, le tyran, lui, il prend le trône sans autorisation quelconque. Lors de sa prise du pouvoir, de nombreux éléments sont donc nécessaires à son succès. Dans un premier temps, il doit se créer sa propre légitimité par la violence, mais aussi le soutien du peuple. Si sa légitimité n'est pas supportée par le peuple, alors toutes les décisions prises lors de son règne seront questionnées. Certains, forts de leur popularité, renversent le régime de la cité avec succès, d'autres le sont moins et échouent lamentablement comme Cylon. Pourtant, celui-ci avait essayé d'utiliser la violence pour s'imposer, mais la violence seule ne suffit pas. Pour être un tyran à succès, il faut à la fois savoir utiliser la brutalité. Les différents tyrans recrutent souvent des mercenaires ou s'allient avec les hoplites de la cité pour se doter d'une puissance militaire nécessaire à un coup d'état, mais il faut aussi savoir être démagogue avec la population mécontente du gouvernement en place. Une fois son régime tyrannique mis en place, il se doit de se comporter en dirigeant juste et non en tyran brutal, au risque de ne pas durer longtemps. En charge de la cité, il utilise l'influence et le pouvoir du démos, le peuple, pour supprimer les dettes des plus pauvres, construire de nouveaux marchés, améliorer l'art.
Le tyran adore aussi édifier de grands temples pour vénérer les dieux, ce qui permet à la fois de créer du travail et de glorifier la cité. De telles actions rendaient certains tyrans extrêmement populaires. Cependant, ils peuvent aussi mener la cité à sa perte. Ainsi, durant l'âge de la tyrannie, certaines cités ont prospéré sous un tyran diplomatique et généreux, d'autres ont souffert sous un tyran bien plus cruel. La tyrannie ne peut pas être perçue comme un régime politique complet. Bien souvent, rien ne change dans la société si ce n'est le dirigeant, les institutions perdurent. On ne peut parler d'une tyrannie sans mentionner le tyran, donc le succès d'une tyrannie dépend complètement du tyran et de sa personnalité et de ses ambitions. Au début du 7e siècle, l'oligarchie a fait de Corinthe l'une des cités les plus florissantes de toute la Grèce. Mais ce régime aristocratique dominé par le clan des Bacchiades était cruel et très impopulaire auprès du peuple. Et c'est en s'appuyant sur ceux qui sont exclus par les siens que Cypsélos, un membre de la famille des Bacchiades d'un rang plus modeste, a comploté un coup d'état dans l'ombre et pris le pouvoir en 658 avant Jésus-Christ. Il a fini par devenir un tyran si admiré et si apprécié par la cité qu'il n'avait même pas besoin de garde du corps. Durant son règne, Corinthe prospère encore plus avec une vaste exportation de poterie et le fondement de nombreuses colonies pour développer davantage son commerce autour de la mer Méditerranée. Mais le jour où son fils Periandre a pris sa succession, c'est le début de la fin. Il aurait commencé comme un tyran plus modéré que son père, mais finit par représenter le modèle du tyran cruel et impitoyable. À sa mort, les Corinthiens ont été tellement traumatisés par son règne qu'ils ont sauvagement assassiné son fils pour qu'il ne puisse pas prendre le pouvoir. Ça, c'est ce que racontent les aristocrates des siècles et des siècles suivant la mort de Periandre, et je vous préviens, il y a beaucoup de faux là-dedans. En réalité, Periandre a été un très bon tyran, un excellent tyran même. Il était très proche du peuple et est même considéré aujourd'hui comme l'un des 7 sages de la Grèce. C'est pour vous dire, si les aristocrates ont autant sali son image, je pense que c'est parce qu'ils ont été sérieusement réprimés par Periandre. Oui, Periandre était proche du peuple. Non, c'était pas quelqu'un de très sympathique avec les aristocrates. Il était vraiment sans pitié envers les aristocrates, bien plus que son père. Son fils a donc certainement été assassiné par ces mêmes aristocrates revanchards à sa mort. À travers la Grèce, des tyrans émergent, d'autres s'effondrent. Les tyrannies sont les régimes les plus fragiles. Le problème de légitimité auquel elles sont confrontées mène souvent à leur perte. L'opposition permanente de la part des citoyens privilégiés sous l'ancien régime peut finir par écraser le tyran, ou bien les citoyens peuvent se retourner contre lui lorsqu'il n'apporte plus aux citoyens une justice sociale et se perd dans son orgueil. Et dans les rares cas où le tyran arrive à mettre en place un régime stable, où il domine ses adversaires directs, où il entretient une bonne relation avec le peuple, et à sa mort se pose la question de succession. Et oui, sa légitimité disparaît complètement le jour de sa mort. Il dépend complètement de la capacité à son successeur de créer sa propre légitimité et autorité. C'est pourquoi les régimes tyranniques ne durent que très peu longtemps. On peut donner l'exemple de Pisistrate, un tyran athénien très populaire qui a su instaurer de la stabilité. Pourtant ses fils, Hippias et Hipparque, n'avaient pas le même désir de grandeur, la même diplomatie que leur père. Ces deux-là ne vont donc pas durer longtemps et ruiner tous les efforts de cet illustre tyran. La tyrannie, certes, marque les esprits, mais elle ne reste qu'une parenthèse de la vie politique. Telle une révolution, elle est nécessaire, mais ne peut perdurer. La chute des tyrans ouvre la porte à de nouvelles idées et courants politiques. Des tyrans naissent d'autres régimes politiques tels que la démocratie ou la monarchie. L'aristocrate n'est plus roi, tandis que certaines cités continueront, certes avec une oligarchie plus modérée, d'autres comme Athènes prendront la voie de la démocratie. Comment la démocratie est née à Athènes ? Ce sera pour une autre fois. Si j'ai déjà sorti la vidéo en question, elle s'affichera juste ici. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo sur l'âge de la tyrannie. Si c'est le cas, un petit abonnement et un petit pouce bleu, c'est le meilleur moyen d'aider cette chaîne à grandir et de montrer que vous soutenez ce projet. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Peace.